Bienvenue à tous et à toutes au podcast de Vérité ou quoi. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et doctorante en nutrition. Mais aujourd'hui, je laisse ces deux chapeaux de côté pour plutôt aller revêtir celui d'animatrice du podcast. Vérité ou quoi, c'est une plateforme interactive qui s'attaque à la désinformation, une thématique à la fois. Et cette année, la thématique que l'on démystifie est nulle autre que celle de la douance intellectuelle. Au cours des épisodes, on s'attaque à plusieurs mythes entourant la douance en compagnie de nos experts et expertes. Par exemple, est-ce que les personnes qui ont une douance intellectuelle sont nécessairement performantes? Est-ce qu'elles sont plus malheureuses que la population générale? Y a-t-il plus d'hommes que de femmes douées? Ou est-ce possible d'avoir à la fois une douance intellectuelle et un trouble d'apprentissage? Je sais pas pour vous, mais moi, ce sont des questions qui piquent énormément ma curiosité. Sur ce, je n'en dis pas plus et vous invite à découvrir avec moi ce sujet passionnant. Bonne écoute! Bonjour à tous, je m'appelle Myriam et je serai votre animatrice. Bienvenue à un nouvel épisode de Vérité ou quoi. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en compagnie de Juliette François-Sivigny, qui est étudiante au doctorat en psychologie. Juliette, elle s'intéresse aux parents d'enfants qui sont dits doublement exceptionnels. Puis, ça donne bien parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Puis, fait intéressant, Juliette, c'est une des cofondatrices du projet Vérité ou quoi. Donc, Juliette joue un rôle absolument fabuleux dans la gestion de ce projet-là. J'ai été aux premières loges, justement, de tout le beau travail qu'elle a fait. Donc, je tiens à le souligner. Donc, pour revenir justement à ton expertise aujourd'hui, qui sont justement la double exceptionnalité. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu nous parles, c'est quoi Vérité ou quoi? Bien, Vérité ou quoi, en fait, c'est une plateforme qui est une plateforme interactive là, qui va venir centraliser de l'information scientifique, mais accessible. Donc ça, on aime ça. Et donc, sur des sujets aussi scientifiques, mais polarisés. Par exemple, l'année dernière, l'édition dernière, finalement, c'était sur la pandémie de COVID-19. Et bien évidemment, ça laisse personne indifférent. Et on a abordé plusieurs enjeux en lien avec ça. Par exemple, que ce soit la désinformation, mais également la vaccination, la santé mentale entourant la pandémie de COVID-19. Donc, c'est vraiment de venir démystifier un peu tout ça à l'aide de la connaissance scientifique. Et avec ça, on a des épisodes de podcast, d'où notre présence aujourd'hui. Et on a aussi un jeu, finalement, qui vient comme un quiz. Qui n'aime pas les quiz, hein? C'est ça. C'est tellement le fun, les quiz. Exactement. Fait qu'il y a un quiz qui va venir aborder, par exemple, en ce qui concerne le volet présentement sur la douance intellectuelle, mais qui va venir reprendre finalement un peu les sujets de nos podcasts, que ce soit la vie professionnelle, les stéréotypes de genre entourant l'intelligence, la double exceptionnalité qu'on va aborder aujourd'hui et plusieurs autres, bien évidemment. Et donc, pourquoi pas juste acquérir un peu de connaissances, mais de manière ludique et il y a une touche d'humour, là. Petit scoop, il y a une touche d'humour. Ah oui, tout à fait. Puis, tu sais, on parle des fois dans la vie de tous les jours de, comme adulte, revenir au jeu. Tu sais, réintégrer justement le loisir, les petits plaisirs, comme quand on était enfant, qu'on jouait dans le sable avec des Legos et tout. Ben là, comme adulte, on s'instruit sur des sujets qui peuvent être polarisants, comme tu dis, puis on joue en même temps. C'est le best of both worlds. Exactement. Moi, pour vrai, mon jeu par... mon go-to-jeu, c'est vraiment les quiz, que ce soit les quiz sur Harry Potter, mais bref, toutes sortes de quiz, j'aime ça. Donc, bref, en espérant que ça puisse plaire aussi. Oui. Mais voilà. Puis, question vraiment nounoune, là, mais oui, est-ce que vous avez une recommandation, les membres de Vérité ou quoi, est-ce que c'est mieux d'écouter les podcasts puis faire le jeu après, ou tu te testes avec le jeu avant pour venir piquer la curiosité, puis après, tu vas compléter avec le podcast? Excellente question, et ce n'est pas tout niaiseux, en fait. Peu importe. Okay. Et même que dans le jeu, il va y avoir certains extraits des épisodes de podcast. Donc, parfois, ça va être de visionner au début l'extrait puis de répondre à certaines questions. Et parfois, c'est simplement de se tester. Puis, on regarde les épisodes après ou avant. Peu importe, c'est comme le cœur vous le dit. C'est-tu pas le fun? J'adore. J'ai réalisé, j'étais tellement excitée de jaser puis de sauter dans le sujet. Je t'ai même pas demandé comment ça va. Mais ça va super bien. Puis toi, comment ça va, maintenant? Ça va super bien. Pour moi, je suis très heureuse en ta compagnie pour jaser d'un sujet vraiment intéressant. Puis c'est drôle parce que Nicole, justement, qui nous écoute, qui fait le montage et tout, il me demande de quoi vous allez parler, de double exceptionnalité. Puis là, c'est quoi? Puis là, j'étais comme... J'ai fait une phrase, puis j'ai dit, le reste, je vais l'apprendre. Je vais l'apprendre dans la prochaine heure avec toi. Puis écoute, avant qu'on saute dans le sujet,
je veux qu'on parle de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement aux différentes questions qui entourent la douance? Y a-tu comme un événement qui a fait comme, bon, ben moi, c'est de ça dont je veux... Oui, ben je vais m'intéresser pour le reste de mes jours, pratiquement. Non, mais c'est-à-dire que quand j'étais jeune, en fait, ben je suis l'aînée de 2 sœurs, donc nous sommes 3. Et en fait, une de mes petites sœurs, dès son plus jeune âge, en fait, manifestait comme certains comportements qui sortaient de l'ordinaire, c'est-à-dire là, à la garderie, parler de racisme systémique. Ce n'est pas nécessairement des plus communs. Et moi, à ce moment-là, bien, même si j'étais la grande sœur, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça. Et donc, bien, ça m'a vraiment comme, comment on peut expliquer ça? Puis ça me fascinait beaucoup parce que c'est une parmi tant d'autres manifestations. Puis, à ce moment-là, le mot douance, bien évidemment, je ne le connaissais pas. Et en fait, c'est au courant de mon baccalauréat. Donc, à l'Université de Sherbrooke, moi, j'ai fait mon baccalauréat en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Et il y a un cours que c'est, tu mets un projet de recherche sur pied pendant 1 an en équipe, supervisé par un professeur du département. Et il y avait une des équipes, en fait, que je me rappelle, là, c'est lors d'une pause, puis là, ils parlaient ensemble dans le corridor, puis là, je suis allée me joindre à eux, puis là, j'entends parler douance, puis là, le mot. Puis là, j'étais comme, ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, quand ils m'expliquent tout ça, puis bien, où en sont finalement les connaissances actuelles entourant, bref, il y a la question à douance, mais c'est vraiment venu m'accrocher. Puis ça a comme mis un mot sur, OK, qu'est-ce qui peut expliquer certaines manifestations qu'on peut voir là, chez certaines personnes également. Donc, après, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai lu tous les livres qui existent sur la douance. Mais ça m'a vraiment aussi donné le goût, finalement, de pousser davantage aussi sur le plan scientifique. Ben oui. Donc, c'est pour ça que j'ai communiqué avec le Dr Mathieu Pilon, qui était sur le podcast il y a... Bref, je sais pas combien d'épisodes, mais bref, sur la santé mentale, qui parlait la santé mentale des personnes douées. Et bref, je l'ai approché pour, pourquoi pas faire un doctorat sur cette question. Oui. Donc, c'est vraiment ce qui m'a mené à ça. Et particulièrement, dans le fond, moi, je fais mon doctorat sur la double exceptionnalité, comme tu as pu le dire. Et justement, qu'est-ce que la double exceptionnalité? Qu'est-ce que la double exceptionnalité? Oui. Bon. La double savoir. Oui, c'est ça. Là. Qu'est-ce que c'est ça, là? La double exceptionnalité, c'est vraiment lorsqu'on retrouve chez une seule et même personne la présence d'une douance intellectuelle, mais avec un trouble associé. Bon, ce trouble associé-là, ça peut tant être, par exemple, un trouble de santé mentale. On peut penser aux troubles d'anxiété généralisée, mais ça peut également être, par exemple, des troubles neurodéveloppementaux, par exemple, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH qu'on entend beaucoup, le trouble du spectre de l'autisme, des troubles d'apprentissage, par exemple, que ce soit des troubles d'apprentissage, la lecture, dyslexie, écriture, même des mathématiques, et bref, plusieurs troubles. Quand il y a comme 2 conditions qui sont associées à ça. Et non, ce n'est pas souvent, on peut penser comme double exceptionnel. Est-ce que c'est que la personne, elle est exceptionnelle fois 2? Mais non, ce n'est pas exactement ça. Si on parle vraiment d'exception ici, parce que si on pense que la douance, tout dépendant des définitions, bien évidemment, représente par exemple de 2 à 5 % de la population. Et là, on s'entend. Déjà là, c'est une exception finalement, parce que c'est pas tout le monde qui a une douance. Et là, on parle, par exemple, là, d'un trouble du déficit de l'attention, on va dire là, que c'est de 3 à 9 % de la population et que cette proportion-là se retrouve également chez les personnes douées. Donc, du 2 à 5 % des personnes douées, il y en a 3 à 9 % qui ont également un TDAH. Et donc, là, on parle d'une double exception. D'où la... OK, je comprends. Mais honnêtement, j'adore comment tu le nuances puis que tu ramènes le mot exception. Parce que moi aussi, à première vue, quand j'ai entendu double exceptionnalité, je me disais, coudonc, c'est-tu quelqu'un qui, tu sais, puis en lien avec la douance doublement doué. Puis là, dans un autre épisode, on a parlé de très haut potentiel intellectuel, pas juste de haut potentiel. Fait que là, bref, merci d'être venu éclairer exactement cette question-là. Puis, par curiosité, est-ce que tu penses que le nom en soi vient créer de la confusion ou contribue en lui-même peut-être à, je sais pas, entretenir des mythes ou des mauvaises conceptions de ce que c'est? Mais c'est vrai que d'emblée, tu sais, même moi, la première fois que j'ai lu ça, je savais pas nécessairement à quoi ça référait. Puis effectivement, que là, c'est après quand tu poses la question que tu te rends compte de cette nuance-là. Puis, tu sais, pour plusieurs chercheurs, en fait, il faut savoir que la double exceptionnalité aussi, c'est un concept qui est validé, on va dire, scientifiquement parlant, depuis environ 2011. Oh mon Dieu, c'est récent. C'est super récent. Non, oui, mais 11 ans, finalement. 11 ans, c'est exactement. Ça. Moi aussi, mon calcul mental. Mais c'est ça, donc c'est assez récent. Puis, en fait, c'est comme pour plusieurs chercheurs ou bref, plusieurs personnes en général, c'est comme ça peut être difficile de concevoir qu'une personne peut être très intelligente, mais également, par exemple, avoir des difficultés d'apprentissage. Comme si l'un ne pouvait pas aller avec l'autre. Mais pourtant, par exemple, si on prend les troubles d'apprentissage, là, il n'a pas comme critère avoir un déficit sur le plan des habiletés intellectuelles. Et donc, souvent, pourquoi je veux dire ça, c'est que pour plusieurs personnes,
par exemple, qui ont seulement un trouble d'apprentissage, souvent, je sais pas pour toi, c'était comme ça à l'école primaire ou secondaire, mais moi, mes notes, là, c'était le reflet de mon intelligence à ce moment-là. Tu sais, comme totalement. la fausse croyance. Ouais, Puis souvent, ben, quand on a un trouble d'apprentissage, mais Caroline Debine, c'est sûr que c'est des obstacles supplémentaires à la réussite scolaire. Puis souvent, quand on n'a pas des bonnes notes, ben, on dit « Ah, mon Dieu ». C'est pas là qu'on se donne des égloires de « Ah, mon Dieu, à quel point nous sommes intelligents ». Et pourtant, oui. Et pourtant, il y a des personnes qui sont très intelligents, donc qui ont un haut potentiel intellectuel et qui ont tout de même, finalement, des troubles d'apprentissage. Donc, bref, maintenant, la recherche montre que qui peut avoir des doubles conditions. Même chose avec le TDAH. Là, la recherche montre très bien que quelqu'un peut avoir une douance, mais également avoir un trouble de déficit de l'attention. Oui. Puis, tu as mentionné, pour juste revenir au début, tu sais, que ça fait juste depuis 2011 que le terme double exceptionnalité est validé scientifiquement, ou du moins que ça commence à creuser dans ce domaine-là. C'est un concept qui est revenu tellement dans tous les épisodes aussi, pour chacune des thématiques, qu'on a besoin de plus de recherche en douance. Oui. Puis ça demande justement d'en parler, de s'informer. Donc, encore une fois, on te salue comme cofondatrice du projet d'avoir choisi notamment cette thématique-là pour venir faire de la lumière sur tout ça. Puis il faut plus de recherche, oui, puis encore plus au Québec. Oui. Puisqu'on n'en a pas beaucoup, quand il y en a de plus en plus là, qui sortent, puis que c'est vraiment super chouette, parce qu'il reste qu'elle veut pas. La plupart des études qu'on a présentement proviennent, par exemple, soit de la France, des États-Unis, mais il reste que veut pas. La culture d'une société va venir teinter ou la manière que, pas nécessairement que certaines manifestations vont prendre forme, non, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même cette covariable-là, à prendre en considération. Donc, ici au Québec, je suis vraiment contente de justement juste le projet dans lequel je m'insère avec ma thèse, là, dirigée par Mathieu Pilon. Donc, on vient prendre justement de voir, qu'est-ce qu'il y en est, par exemple, auprès des parents doublement exceptionnels au Québec, ici. Oui. Donc, puis, tu sais, on parle beaucoup aussi justement de l'influence de l'environnement sur les manifestations de la douance, la prise en charge et tout ça. Puis évidemment, oui, les États-Unis, l'Europe, on a des similarités avec ces pays-là, mais reste que le fonctionnement des systèmes scolaires et tout, il y a quand même certaines différences. Donc, je pense que c'est très important d'avoir des données sur comment ça se passe au Québec, dans nos écoles, dans justement le système dans lequel on est, parce que c'est sûr qu'après, si on n'a pas ça, comment tu veux guider des interventions qui sont adéquates puis qui vont venir aider les personnes. C'est ça, il faut que ça soit en adéquation justement avec ce système scolaire-là, parce que, tu sais, aux États-Unis, par exemple, on retrouve plusieurs programmes de douance qui n'ont pas nécessairement, tu sais, il reste que certaines écoles qui sont spécialisées en douance ici au Québec, mais c'est vraiment très peu comparativement à ce qu'on peut retrouver finalement aux États-Unis. Donc, il y a certaines particularités comme ça qu'on doit prendre en considération aussi. Puis, une des choses qui est bien fascinante, en fait, avec la double exceptionnalité, c'est que c'est assez difficile finalement à dépister. Oui, bien là, c'était la prochaine question. Je m'en allais justement que pour l'identification, tu sais, on en parle beaucoup dans le premier épisode avec les deux Catherine, comment ça fonctionne. Mais là, justement, je me dis, quand tu as deux, justement, situations d'exception, est-ce qu'une peut venir camoufler l'autre? Est-ce qu'une se manifeste avant l'autre? Justement, selon l'environnement, est-ce que le TDAH, pour juste reprendre cet exemple-là, va plus se manifester? Quelqu'un qui vient d'une situation familiale qui est difficile, plus de troubles anxieux, mais là, je l'en fais d'affaires, c'est vraiment compliqué. C'est effectivement, et d'où l'importance d'être vraiment des professionnels aguerris quand on s'adresse à des questions de double exceptionnalité. Il y a souvent, effectivement, quand tu as parlé de camouflage, il y a effectivement un effet de masquage. Donc, il y a souvent 3 scénarios possibles. C'est-à-dire, le premier scénario, c'est lorsque la douance elle est si grande qu'elle va venir camoufler les difficultés du trouble associé. Donc, dans ce cas-là, bien là, l'entourage ne perçoit que le bon potentiel de l'enfant, mais ne sait pas finalement qu'il y a un trouble qui peut être associé, par exemple, que ce soit un TDAH. Et là, dans ce contexte-là, bien, l'enfant, même s'il performe bien à l'école, bien, il reste que ce n'est pas à la hauteur de son réel potentiel. Et justement, à un certain moment, il faut savoir que quand les exigences de l'environnement vont être plus élevées, mais ça se peut que ça soit là qu'à un moment donné, ben, la douance n'est plus capable de compenser. Et là, par exemple, là, je ne sais pas, là, il fait plus de fautes d'inattention dans son examen et on voit que ses notes diminuent puisque là, il y a de la misère à compenser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est, malheureusement, souvent, là, je parle, ça va être plus attribué à un manque d'effort
Oh. Plus que, par exemple, oui, effectivement, là, Ouais. je vois que dans ce contexte-là, tu as plus de difficultés à te concentrer. On pourrait trouver des alternatives, que ce soit, je ne sais pas, tu sais, comme, je sais qu'il y a plusieurs élèves parfois qui vont faire leurs examens dans une classe à part ou qu'il y a moins de bruit. Bref, mais là, ici, ça va être plus attribué à un manque d'effort, de paresse. Donc, ça, ici, c'est quand même assez négatif là, pour le jeune. Puis en plus, il n'y aura pas nécessairement les mesures d'adaptation dont il a besoin pour pallier à ces difficultés-là. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, ben, c'est pas, il reste que c'est pas évident. Dans le deuxième scénario, ben là, c'est l'inverse. C'est lorsque le trouble, les difficultés issues du trouble sont si grandes qu'elles vont venir camoufler la douance. Et bien, à ce moment-là, bien évidemment, là, c'est là que l'entourage néglige le fait qu'il peut avoir un bon potentiel. Et donc, on lui offrira moins, on sera moins enclin, en fait, à lui offrir des mesures pour, justement, le stimuler intellectuellement. Il y a un bon potentiel, pourtant, là. Mm-hmm. Et donc, ça aussi, ça peut être assez négatif à ce niveau-là. Puis autrement, on a le troisième scénario, que là, bien, tant les difficultés que la douance se camouflent les deux. Donc là, on parle des faux neurotypiques. Attends, des faux neurotypiques. OK, je comprends. Donc, des gens qui n'auraient pas, justement, une douance. C'est comme ça s'annule. Exactement. Okay. Donc, c'est des faux neurotypiques. Pourtant, ils ont la double condition. Donc là, dans ce contexte-là, ben, tu n'as ni les mesures d'aide pour t'aider à pallier les difficultés, mais tu n'as pas non plus, finalement, les stimulations intellectuelles dont tu aurais besoin. Tu as comme doublement moins d'aide. Oui, c'est ça. C'est pas évident, là, non plus. Mon Dieu. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment... C'est ça, c'est difficile à dépister quand même, la double exceptionnalité. Puis là, ça, quand je parle d'effet de masquage, c'est vraiment, tu sais, sur le plan des perceptions, tu sais. Il reste que néanmoins, quand on passe à une évaluation neuropsychologique ou psychologique, bref, probablement que ça a été abordé dans le podcast avec Catherine et Catherine, mais il reste que tout de même, on va être en mesure, là, finalement, de déceler ça. Mais bien évidemment, il faut être sensibilisé à ces enjeux-là. Oui, puis avoir... l'accès justement au temps financier et tout ça, juste que les ressources soient disponibles pour justement pour y avoir accès. Puis, dans les 3 scénarios que tu as mentionnés, d'abord celui où la douance vient camoufler l'autre trouble, l'autre où le trouble camoufle la douance, et là, ensuite où là, les deux s'annulent. Est-ce qu'il y en a... Il y a un des scénarios qui est plus prévalent que l'autre ou c'est très, très variable? C'est vraiment une bonne question. En fait, je ne sais pas. Peut-être. Puis ça peut dépendre des stades de la vie, j'imagine, aussi. Oui. Ça, c'est vraiment un bon point. Comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'à un certain moment, les exigences de l'environnement vont augmenter. Ouais. Tu sais, à la maternelle, ce n'est pas nécessairement les mêmes exigences qu'on attend envers l'enfant que, par exemple, en 4e année du secondaire. Ouais. Puis de ce que j'ai entendu, bref, là, c'est pas nécessairement là, validé scientifiquement, mais c'est des témoignages. Bref, souvent le 4e secondaire, puis l'entrée au cégep, parce que ça va être diagnostiqué souvent plus tard, étant donné au moment que les exigences vont augmenter. Ouais. Et donc, le 4e secondaire, là, avec, par exemple, tout dépendant, tu sais, on peut prendre des options aussi. Peut-être que là, c'est là que ça peut venir un peu jouer dans la balance. Et à ce moment-là, ben là, il y a quelque chose qui se passe et on va investiguer davantage. Mais souvent, le dépistage, l'identification peut arriver très tard, par exemple, comme au cégep ou seulement comme au secondaire. Donc, on a quand même un bout de notre scolarité qui a déjà été effectué. Puis souvent, qu'est-ce qu'on suggère pour contrer ces effets de masquage-là? C'est vraiment de comparer le rendement scolaire de l'enfant, pas par rapport à la moyenne attendue des jeunes de son âge, mais par rapport à son propre rendement scolaire. Par exemple, un enfant qui a une douance intellectuelle, mais également, par exemple, un trouble d'apprentissage spécifique à la lecture, on va dire la dyslexie, ou avec aussi un trouble d'apprentissage spécifique à l'écriture, bien là qu'on remarque, par exemple, que malgré son riche vocabulaire, malgré le fait qu'il est capable de bien faire des phrases syntaxiquement, il y a beaucoup, par exemple, on va dire, là, par rapport à l'écriture, il y a de la difficulté à bien orthographier les mots. Puis là, on voit qu'il y a beaucoup, même si on a mis l'accent sur le fait, OK, mais il y a telle règle qui existe grammaticalement parlant, et que tout de même ces difficultés-là, et que l'écart, par exemple, entre le français ou je ne sais pas, les mathématiques est assez grand, mais c'est là qu'on peut suspecter quelque chose parce que ça va quand même bien dans plusieurs sphères, mais là, on voit qu'ici, par rapport à son fonctionnement à lui, il y a un écart qui est significatif. Donc, c'est une faiblesse relative, lui, à son profil, à l'enfant. Tout à fait. Donc, c'est là qu'on peut comme dire, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Par contre, c'est certain, mettons, un enfant qui a 70 en français, on ne dirait pas nécessairement, il y a un trouble d'apprentissage. Par exemple, s'il y a une douance intellectuelle qui vient de compenser. Donc, néanmoins, c'est d'être sensible à ça, que même malgré tout, ça se peut
qui est à 70, même si c'est pas en échec scolaire, là, il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Ce qui peut être parfois pas nécessairement le plus intuitif. Ah non, tout à fait. Puis, mon Dieu, c'est ça, j'ai comme tellement de scénarios différents qui me viennent en tête, justement, où ça peut être difficile pour l'identification. Puis, tu sais, là, par exemple, tu nommes par rapport, tu sais, de comparer l'enfant pas à la moyenne attendue, mais vraiment par rapport à ses performances à lui. Si on parle un peu de, je sais pas, répartition des tâches dans l'identification, des responsabilités, tu sais, est-ce qu'il y a un professeur, par exemple, qui remarque, bon, Juliette a 99 tout partout, mais en français, oups, là, ça descend vraiment plus bas. S'il y a une dyslexie ou un TDAH, parce que là, il y a plus de fautes d'inattention qui se font dans d'autres comportements. Est-ce que c'est plus des fois le professeur qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, les parents, l'entourage, parce que, tu sais, chaque personne a comme un point de vue différent sur la vie de l'enfant. Mais c'est aussi pour cette raison-là, en fait, que souvent, juste par rapport à quand on veut diagnostiquer un trouble, c'est souvent d'aller voir dans combien de sphères de vie on voit ça. Est-ce que le professeur observe la même chose que les parents? Puis souvent, ça va nous donner des informations à cet effet-là. Puis effectivement, que même si on parle de douance, on s'entend, il peut avoir aussi même une personne douée sans nécessairement là, de difficultés issues d'un trouble associé n'aura pas nécessairement, alors, par exemple, 95 dans toutes ses matières, il va quand même avoir là, une variabilité dans son profil finalement scolaire, mais également que il faut que c'est un peu observé par plusieurs acteurs, puis aussi avec des caractéristiques qui vont sortir du fonctionnement scolaire. Par exemple, on remarque que ce jeune-là a une créativité assez impressionnante qui le démarque aussi de ses pairs. Donc, ces indices-là également là, qui peut mettre la puce à l'oreille d'aller investiguer s'il y a quelque chose, quand on voit qu'il y a des difficultés associées, bien évidemment. Même quand il n'y a pas juste des difficultés associées, mais bref. Oui. Super, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que le fait d'avoir une double exceptionnalité, ça prédispose davantage à avoir des problématiques au niveau de l'adaptation en général que s'il y avait seulement la douance? En fait, les études là, nous disent que oui. Mais là, il y a comme plusieurs. Mettons, on va revenir sur quelques éléments. Okay? On va peut-être s'éparpiller, mais on va revenir à bon port. On a dit, tu sais, souvent, en lien avec la douance, il peut quand même s'il n'y a pas de trouble associé, il peut avoir des difficultés d'adaptation psychosociale ou scolaire. Ça a probablement été déjà mentionné sur les podcasts. Par contre, je m'autorise à tout de même le rementionner. Mais lorsque l'environnement n'est pas en adéquation, ne répond pas aux besoins de l'enfant, il peut y avoir là, des difficultés qui vont découler de ça. Par exemple, là, un enfant là, qui s'ennuie en classe parce que ses besoins intellectuels ne sont pas comblés. Et là, par exemple, ça peut découler par la suite sur de la motivation, donc peu de motivation scolaire et donc des crises à chaque fois qu'on doit aller à l'école. Là, et c'est demandant aussi pour les parents, là, quand même, tout ça. Donc, dans ce moment-là, oui, effectivement, il peut y avoir là, des difficultés d'adaptation psychosociale et scolaire quand l'environnement ne répond pas. Autrement, on a abordé aussi, j'imagine, le très haut potentiel intellectuel. Oui. Tout à fait. Donc là, quand on parle de très haut potentiel intellectuel, on parle par exemple de haut potentiel intellectuel quand on parle d'un QI de 130 et plus, donc qui est 2 écarts types au-dessus de la moyenne de 100. Mais là, de très haut potentiel intellectuel, on parle de 145. Et plus. Ouais. Et plus, exactement. Donc, c'est un écart assez, là, c'est 3 écarts types au-dessus de la moyenne, puis c'est 0,1% de la population versus, si on prend de 130, qui est de 2,28% de la population. Donc, il y a quand même un certain écart. Et en raison, justement, de cet écart-là avec la moyenne, ça peut les études montrent, là, finalement, qu'ils ont plus de difficultés d'adaptation en général, finalement. Puis c'est possible que, par exemple, tu sais, quand on sent tu sais, le besoin de connexion là, avec l'autre, là. Oui, c'est sûr. Tu sais, quand on sent qu'il y a comme un très, très grand écart et on se sent à ce point-là différent, c'est une hypothèse qui peut expliquer ça, là, finalement. Là. Puis est-ce qu'on peut se sentir 2 fois plus à l'écart si, bon, il y a certaines caractéristiques de la douance, puis là, ensuite, celles qui viennent avec le trouble anxieux, le TDAH, le spectre de l'autisme, où là, justement, chacun amène ces défis qui peuvent faire en sorte qu'on se retrouve justement encore plus à l'écart. Mais c'est vraiment un bon point parce que j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes, par exemple, qui ont une douance, c'est un TDAH. Moi, il faut savoir, je reviens souvent au TDAH, mais je travaille sur la TDAH. Je sais qu'il y a le trouble du spectre de l'autisme, mais mes références sont... Vas-y avec ton expertise, il n'y a pas de problème. Exact. Donc, ce sont des personnes, parfois, qui vont pas nécessairement s'identifier totalement à la douance, mais qui vont dire aussi qu'ils sont des faux TDAH. Puisqu'ils ne se sentent pas nécessairement comme des personnes qui ont un trouble du déficit de l'attention, mais ils ne se sentent pas nécessairement relate
à toutes ces caractéristiques-là de ce qu'ils vivent parce qu'ils ne veulent pas, à un certain point, leur douance vienne compenser. Est-ce qu'ils se sentent 2 fois plus à l'écart? Ça, c'est vraiment une bonne question, mais dans tous les cas, il y a de se sentir comme, je fit avec la douance, mais il y a certains trucs, il y a quelque chose qui cloche, pourquoi je ne serais pas capable? Mais là, on s'entend, il y a des difficultés qui viennent expliquer ça. Eh bien, on se sent non plus pas relate à ce point-là. Puis en fait, même deux personnes douées et TDAH n'auront pas le même profil. Oui. Donc, ça, l'humain est unique, c'est une force, là, mais il reste que ça vient complexifier la chose. Mais si on revient par la suite, généralement, là, ce qu'on remarque, c'est que les personnes doublement exceptionnelles vivent davantage, finalement, de problèmes d'adaptation psychosociale et scolaire. Par exemple, si on vient encore doué TDAH, ce sont des enfants qui manifestent davantage, finalement, comparativement à leur père seulement doué. Donc, qui manifestent davantage de problèmes relationnels, sociaux, plus d'échecs scolaires, également une estime de soi plus faible, puis un sentiment de bonheur plus faible. Donc, il reste que, on voit qu'il y a certaines, mais c'est beaucoup, le trouble en soi. Il reste qu'avoir un trouble en soi, ça vient avec certaines difficultés, donc ça peut expliquer ceci. Puis on peut se poser aussi la question, pourquoi une estime de soi plus faible ou une estime de soi, un sentiment de bonheur plus faible. Une des hypothèses que je lance comme ça, il reste qu'elle vient avec la douance souvent des caractéristiques comme une forte conscience de soi-même, une introspection. Donc, quand on voit que, par exemple, avec l'impulsivité qui peut venir avec le TDAH, mais de voir que, ça peut, comme, avec mes pairs, c'est comment, je le vois qu'il y a quelque chose qui ne fit pas, qu'il y a comme une certaine conscience de ça. Donc, bref, ça, c'est une hypothèse, mais d'où l'importance, là, à ce moment-là aussi, d'arriver avec un diagnostic, puisque ça peut répondre vraiment à qu'est-ce qui se passe, mais aussi les mesures qui vont être mises en place. Totalement. Puisqu'il y a des difficultés aussi secondaires au fait de ne pas avoir ces identifications-là. Par exemple, sentir encore plus d'amotivation, de frustration. Là. Oui, tout à fait. Puis dans l'épisode, on revient beaucoup avec celui justement avec les deux Catherine, où on a mis vraiment beaucoup les bases de ce que c'est la douance intellectuelle. On parlait beaucoup de l'identification, à quel moment est-ce que c'est pertinent d'aller consulter un neuropsychologue. Puis tu pourras le reconfirmer, mais ce que Catherine a dit justement, c'est que, bon, c'est pas toujours nécessaire. Il faut se poser des questions selon nos propres besoins, mais dans le cas d'une double exceptionnalité où là, justement, il y a un autre trouble en à côté, là, l'identification va devenir beaucoup plus pertinente, beaucoup plus importante, justement, pour être capable de répondre aux besoins qui se manifestent, puis d'aller chercher les outils, justement, pour venir répondre aux deux, justement, à la double exceptionnalité. Oui, exactement. C'est vraiment, tu sais, on se pose souvent la question, là, tu sais, tous les débats entourant, là, l'étiquette, de poser l'étiquette. Mais il reste que, je peux comprendre parfois le fait d'être récalcitrant à ça, mais il reste qu'il y a des mesures qui peuvent venir avec ça. Par contre, comme elle a pu le mentionner également, il reste que, par exemple, dans le milieu scolaire, ce n'est pas nécessairement d'avoir une évaluation pour que des mesures soient mises en place. Puis ça, c'est bien important parce qu'avoir une évaluation, ça coûte beaucoup d'argent. Exactement. Les mesures devraient être là. Peu importe. Exactement. Donc, souvent, en milieu scolaire, ça va être d'observer finalement les manifestations. C'est pour ça qu'il y a 2 définitions de la double exceptionnalité. Là, tu sais, moi, j'ai parlé de douance plus trouble associé quand il y a comme identification formelle. Mais dans le milieu scolaire, étant donné que c'est pas nécessairement accessible à tous, mais on va vraiment comme plus favoriser le fait d'observer les manifestations qui peuvent ressortir de la douance, mais également des difficultés associées. Donc, dans tous les cas, de répondre à cette double condition-là, sans nécessairement qu'il y ait eu évaluation formelle. Oui. Donc, il y a cette nuance-là qui a été vraiment bien apportée au cours de cet épisode-là. Puis là, je saute du coq à l'âne. C'est juste que je voulais vraiment parler de ce point-là. Quand on parle de très haut potentiel intellectuel, il y a un superbe beau film sur Disney+, qui est sorti... qui est sorti en 2019, mais qui est sur Disney+ depuis assez récemment. Là. Ça s'appelle Gifted. Oh. Je le recommande beaucoup. Puisqu'en fait, ça met vraiment comme en lumière, finalement, en jeu, une petite fille, finalement, qui entre au primaire et qui a un sacré don. Sacré don, là, on parle de... C'est plus que de la douance, là, ici, là, mais il reste que c'est romancé, bien évidemment. Mais il reste qu'un sacré don en mathématiques. Puis, en fait, l'enjeu là-dedans, c'est que... il y a son oncle que sa garde, en fait, qui veut, en fait, qu'elle ait un parcours dit normal, atypique, là, pas atypique, typique plus, là, donc d'avoir comme de tisser des liens avec des amis et donc qu'elle suive le cours normal de tous les enfants. Et de l'autre côté, tu as sa grand-mère, finalement, qui veut pousser ce talent-là
mais peut-être à l'extrême. Tu sais, on se demande mais pourquoi il y a quelque chose dans elle qui se passe. Et bref, c'est vraiment le débat finalement entre ces deux réalités-là. Puis bref, je vous expliquerai pas la fin, mais c'est assez prometteur et c'est vraiment émouvant là, finalement comme film. En plus, sur la relation par-enfant, là, c'est vraiment chouette. Je le recommande vraiment beaucoup, beaucoup. C'est mon top film en ce moment de l'été. Moi qui pensais parfois, tu sais, je vois des séries ou des films parfois sur la douance, puis je suis comme... Ouais, ben c'est super intéressant d'avoir des recommandations, tu sais, autant là, de films, de livres, mais de films aussi, justement, où là, la représentation, elle est... Oui, évidemment, c'est un film, il va y avoir un peu de romance, mais qui est malgré tout adéquate et peut-être... Ou tu sais, qui peut mettre en lumière différents enjeux. Et ça, c'est vraiment le point le plus fabuleux de ce film-là. C'est que, par exemple, tu sais, les enfants doués, généralement... Ben, c'est fréquemment observé, là, qui ont certains questionnements plus existentiels. Bref, il y a certains comme caractéristiques qui sont plus mis de l'avant. Et dans ce film-là, par exemple, il y a une superbe scène qui met comme justement en lumière son oncle puis la petite fille. Puis par rapport à ces questionnements existentiels-là, bref, ça aborde plusieurs enjeux comme ça que j'ai trouvé franchement cute. Good! Ouais, exactement. Puis ça l'a même plu à mon copain. Les deux, on était là, les yeux ouverts tout le long, même s'il était tard. Wow! Écoute, c'est un bon point, c'est un bon indicateur. Donc, Gifted sur Disney+. Oui, exactement. Mais tu sais, je pense que c'est bien parce qu'on, tu sais, au travers des épisodes, des discussions, on nomme des enjeux et tout, mais de le voir concrètement, je pense que c'est vraiment... c'est précieux pour bien comprendre. Exact, parce qu'il reste que, tu sais, des livres, c'est bien, ça va t'expliquer le théorique de la chose, mais il n'y a rien de tel qu'un témoignage ou d'une histoire racontée, vécue par quelqu'un. Ça vient mettre en vie, finalement. Tout à fait. La science. Absolument. J'aime ça, mettre la vie en science. C'est très bien dit. Puis pour revenir justement à la double exceptionnalité, pardon, j'imagine évidemment que c'est différent de chaque personne, mais typiquement, est-ce que lorsque c'est diagnostiqué, c'est davantage la douance ou le trouble secondaire qui vont être pris en charge et qui vont nécessiter peut-être plus d'attention au début? J'imagine aussi, je rajoute à la question, ça doit dépendre peut-être dans quel scénario on est. Ouais. C'est la douance qui camoufle l'autre trouble. On va peut-être vouloir plus en adresser un que l'autre. Ou là où c'est les deux en même temps qui s'annulent quand les deux se masquent mutuellement. Donc, comment, grosso modo, ça... Je suis consciente que c'est une question qui est complexe et qui est très... qui va être unique à chaque personne, mais... En général. Mais je pense que t'es bienvenue finalement, effectivement, aux trois scénarios. C'est-à-dire... parce que souvent, tu sais, il y a aussi il y a aussi l'enjeu de mauvais diagnostic, c'est-à-dire qu'il y en a seulement un des deux qui est identifié ou diagnostiqué, puisqu'on se rappelle finalement, la douance, c'est pas un trouble de santé mentale, donc ça ne peut pas être diagnostiqué. Mais bref, qui est identifié un ou l'autre, tout dépendant, là, ça va venir aussi teinter qu'est-ce qui va être mis en action finalement là-dedans. C'est vraiment une bonne question. Dans tous les cas, je pense que les deux doivent être adressés. C'est vraiment important que les deux doivent être adressés. Puis en fait, ce qui est suggéré là, pour soutenir finalement les enfants doublement exceptionnels, c'est vraiment une approche qui est axée en fait sur les forces de l'enfant. Bien évidemment qu'on doit mettre en place certaines mesures pour pallier aux difficultés, mais l'approche sur les forces, c'est-à-dire par le développement d'intérêts, de ses intérêts, de ses talents, pour soutenir ça. Puis en fait, ça me fait vraiment penser à une étude qui est vachement intéressante. On va en parler un petit peu. Je pense que ça peut être vraiment chouette. Et en fait, c'est l'étude qui me dit, Juliette, je pense que ça serait chouette que tu fasses la recherche toi aussi, tu sais, qui m'a vraiment motivée. Par rapport aux forces de caractère, en fait, c'est une étude qui a été menée par Martin Seligman et Christopher Peterson. Puis il faut savoir, puis beaucoup d'autres chercheurs à mentionner, bien évidemment. Mais Martin Seligman, il faut savoir qu'en fait, c'est le père fondateur ou à peu près là, de la psychologie positive. Qu'est-ce que c'est la psychologie positive? Qu'est-ce que la psychologie positive? En fait, c'est vraiment de s'intéresser dans l'étude scientifique du fonctionnement optimal de l'humain. Là, c'est bien intéressant parce qu'une des critiques qui peut être faite de la psychologie, c'est « Colline de Bill, vous intéressez seulement à ce qui va mal. » Mais qu'est-ce qui va bien? Tu sais, la psychologie positive, par exemple, peut s'intéresser à la motivation humaine, à la résilience, la passion, bref, plusieurs points qui va aussi bien chez l'humain. Puis en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Martin Seligman et Christopher Peterson? Qu'est-ce qui est bien intéressant, c'est que pendant 3 ans, ils ont lu beaucoup. Par exemple, ils ont lu que ce soit, par exemple, du Aristote, du Platon, par exemple, en lien avec les vertus athéniennes. Ils ont lu vraiment de la philo.
Et il y a eu beaucoup de philo, par exemple, que c'est ça aussi avec saint Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, les valeurs un peu plus chrétiennes. Ils ont lu le manuel des Boy Scouts, le Code des samouraïs, ils ont lu du Harry Potter, ils ont lu du Pokémon même, Star Trek, Benjamin Franklin. Ils ont lu de tout, mais tu sais, comme de... On s'entend, là, Aristote... Là, genre de savoir où ça sent. Ouais. Lecture-là. Là, c'est là, le punch, là. Mais en fait, de cette analyse-là, ils en ont sorti comme 200 vertus ou 200 forces chez l'humain qui ressort à travers ces millénaires-là. OK. Et à travers les cultures. Et de ça, le punch. Voici le punch, il est là. Ah oui, le punch. C'est qu'ils en ont extrait finalement qu'il y avait 6 forces de caractère qui étaient quasi universelles à toutes les cultures. Là, on dit quasi universel, mais évidemment, rien ne peut être universel ou pratiquement, là. Vous comprenez? Donc, on apporte la nuance. Et ces forces-là, c'est... Bon, là, il faut... Je les attends. Oui, c'est ça, là. Il y avait la sagesse, la justice, l'humanité, la tempérance, la transcendance, et il en manque un. C'est correct. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que on ça... va les googler puis les regarder après. C'est ça. Puis en fait, qu'est-ce qui est bien intéressant, c'est que on peut faire le test. Les 6 forces de caractère, on va aller regarder ça. Ouais, qu'est-ce qu'on a dit? Attends, on a dit... Transcendance, justice. 6 forces de caractère. Ouais, justice, transcendance, tempérance, humanité, curiosité. Courage, ben oui! C'est le courage qui nous manquait. En plus, c'est super important. Puis en fait, c'est possible d'aller faire le test sur Internet qui ont été faites par cette équipe de recherche pour savoir mais quelles sont nos forces de caractère. Ah, mon Dieu! Et ouais, c'est gratuit. C'est intéressant que tu mentionnes parce que dans l'épisode où on parle de l'identification, on parle de quotient intellectuel et tout, tu sais, on mentionnait, bon, là, il existe des tests en ligne pour mesurer le quotient intellectuel, mais que ça, ce n'est pas très validé scientifiquement, mais ça, oui. Ça, oui. Ça l'est. Et oui, dans le fond, c'est vraiment comme... Moi, je l'ai faite 2 fois. Parce que je me rappelais pas c'est quoi mes premiers résultats. Mais dans le fond, c'est ça, tu t'embarques là-dessus. C'est fait par l'équipe de recherche. Puis c'est quoi le nom du site? C'est VIA, genre Values in Action, donc VIA.is. Okay. Puis en fait de ça, mais à quoi ça sert? C'est à quoi ça sert? Parce que, mettons, quand tu fais le test, tu sais, t'on dit c'est quoi tes forces de caractère. Parce que, par exemple, dans la grande catégorie de la sagesse, tu peux avoir, par exemple, la curiosité, l'amour de l'apprentissage. Quand tu es dans la grande catégorie du courage, tu peux avoir l'authenticité, tu peux avoir le leadership. En tout cas, bref, il y a plusieurs, finalement, forces à travers ces grandes catégories-là qu'on a nommées, les 6 qu'on a nommées. Et en fait, quand on fait le test, ben ça nous arrive avec nos forces à nous, donc notre signature. Par exemple, en ce qui concerne, c'était la curiosité puis la persévérance, les 2 premiers. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont dire, eux autres, là, les études, qu'est-ce qu'ils ont montré, c'est que quand on utilise nos forces au quotidien, ben c'est gage d'un plus grand bien-être et bonheur. Dans le sens que, par exemple, moi, c'est à la fin, là, c'est la tempérance. Ma dernière force, c'est la tempérance. Puis là, je pourrais me dire, tu sais, comme souvent, on dit ça, c'est sur celle-là qu'il faut travailler, celle que j'ai moins. Non. C'est pas ça qu'on dit là ici. C'est d'emblée, c'est naturel pour toi, la curiosité, la persévérance. Donc, c'est ça que tu devrais mettre au quotidien, les utiliser quotidiennement. Et donc, par exemple, si on pense à mes forces, bien, moi, j'ai décidé d'entamer, par exemple, un doctorat. Ça demande un peu de curiosité quand même. Un petit peu. Puis ça demande aussi de la persévérance au quotidien parce que ça se peut qu'au courant de mon parcours, ben, je pense plusieurs fois à lâcher puis finalement dire, OK, on se rattrape, on continue. Tout à fait. Même chose, par exemple, si notre force, c'est de la gentillesse, que ça peut être parfois de laisser un petit mot, tu sais, comme de passer le mot là, dans les transports en commun. J'ai vu ça cet automne, je trouvais ça bien cute, des petits mots bien cute. Mais bref, tu sais, de les mettre, de les actualiser au quotidien. Puis c'est un peu ça, en fait, le parallèle que je faisais finalement avec cette superbe étude, en fait, c'est ça, tu sais, avec en général, mais également avec les enfants doublement exceptionnels ou, bref, les adultes en général, c'est d'axer sur les forces de l'individu. Puis de ne pas juste focusser sur les problèmes, ce qui va moins bien, mais de mettre de l'avant leurs forces. Oui, également ça, d'agir sur les 2 plans, mais tu sais, quand on sent qu'on doit juste travailler sur j'ai un déficit d'attention, donc mon attention, je sais que c'est pas évident, puis de dire ah ben non, c'est juste avec la pratique que ça va venir, que je vais avoir. Non, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Moi, j'entends souvent ça, ben t'as juste à te concentrer avec la langue, ça va arriver. Ouais, non, c'est ça. Il y a un déficit là ici, non, ça ne se passera pas comme ça. Par contre, il peut y avoir des mesures qui vont être mises d'emblée. Mais par contre, tu sais, il y a plusieurs choses avec, par exemple, le trouble du déficit d'attention. Une pensée là, qui peut aller parfois du coq à l'âne, mais il reste qu'il peut émerger de ça une grande créativité. Donc, il y a des points positifs qui peuvent sortir de ça. Et donc, c'est aussi d'axer finalement là-dessus tout en, bien évidemment, palliant.
Parce que ultimement, tu sais, la douance ou tu sais, le trouble secondaire qui vient avec, là, on peut reprendre l'exemple du TDAH parce que c'est lui que tu connais bien. Mais tu sais, la douance, bon, c'est pas un trouble de santé mentale, donc c'est pas comme quelque chose à guérir nécessairement, mais le TDAH, c'est pas non plus quelque chose qui va juste partir comme ça. J'imagine qu'on vit avec, on développe des méthodes justement pour fonctionner adéquatement, être heureux, être bien. Donc, justement, c'est de miser sur nos forces et d'aller chercher justement de peut-être ces difficultés-là. Il y a toujours l'envers de la médaille de justement, OK, j'ai les pensées qui vont un peu tout partout, mais ça m'amène à être créatif, à avoir des idées, plus d'imagination. Puis ça, ça peut être utile dans d'autres sphères de la vie. Exactement. Tu sais, on s'entend... il reste que c'est d'adapter finalement à sa propre condition. Présentement, tu sais, veut pas le milieu scolaire s'adapter en général, là, si on prend ça comme ça pour la moyenne, parce que veut pas, c'est la moyenne qui va se retrouver là-dedans. Donc, effectivement, que la moyenne des gens sont capables de se concentrer pendant X minutes de temps, c'est pas tout le monde. Mais il reste qu'on peut mettre quand même là, des dispositions là, pour arriver finalement, pas nécessairement à se concentrer autant longtemps, mais c'est-à-dire arriver un résultat X ou un processus qui va être plaisant là-dedans. Là. Oui, puis ensuite, c'est vraiment intéressant là, justement que la psychologie positive de miser sur les forces, ça semble être une des pistes d'intervention qui est très globale, qui touche à beaucoup de choses, qui peut être pertinente justement pour les enfants qui sont doublement exceptionnels. Puis, ça, j'imagine que c'est quelque chose qui peut se faire autant venant du professionnel de la santé, du prof, que des parents. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour justement soutenir les enfants doublement exceptionnels? Bien, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, puis ça va vraiment à ce moment-là dépendre par la suite, par exemple, d'agir, comme on disait, le temps sur l'un que sur l'autre des plans. Et en fait, là-dessus, étant donné que ce n'est pas nécessairement mon expertise, je vais quand même recommander à deux magnifiques ressources. Ça l'intéresse plusieurs personnes. Il y a le site Internet, en fait, de l'équipe de l'Université du Québec à Montréal. Non, pas du Québec à Montréal, du Québec à Trois-Rivières. Ouais. UQTR. Oui, Université du Québec à Trois-Rivières. Oui. Dirigée par Lynn Massé. Donc, c'est un site Internet sur les élèves doublement exceptionnels. Donc, élèves doublement exceptionnels, Lynn Massé, UQTR, vous googlez ça. Ça vous sort. C'est un super, finalement, site qui propose plusieurs temps pour les intervenants aussi que pour les parents. Finalement, comment collaborer, par exemple, avec l'école. Donc, ça peut être super intéressant. Et même chose, le livre, 10 questions sur la douance, la double exceptionnalité par Marc-Claude Guay, Marie-Josée Caron et plusieurs autres autrices, des psychologues et neuropsychologues, qui, à la fin, les chapitres traitent de qu'est-ce qui peut être mis en place, finalement, pour les soutenir. Puis, je pense que ça peut être de gage de succès, tout de même. Oui. Ah non, c'est super intéressant que tu donnes des ressources, justement, qui sont accessibles via un site Internet et tout, parce que, bon, c'est sûr que c'est très précieux d'avoir justement un professionnel qui nous suit individuellement où là, tout est vraiment adapté à nous, individualisé, mais dans un monde où les ressources ne sont pas infinies, d'avoir ça justement qui est disponible, c'est vraiment c'est super ressource. On mettra ça dans les descriptions de l'épisode. Exactement, avec le questionnaire via Yes pour... nos super forces de caractère, mais ça va se retrouver finalement sur le site de Vérité ou quoi pour référer. Dans le fond, ça va être une petite bulle, puis qu'on va pouvoir cliquer dessus, mais on mettra tous les liens en temps et lieu. Oui, super, excellent. Puis, clairement, il y a beaucoup de défis qui viennent avec la double exceptionnalité. Puis, qu'est-ce qu'il y en est de l'entourage de l'enfant? Autant les parents, qui est justement au cœur de ta thèse doctorale, mais si t'es à l'aise, j'ai envie peut-être de pousser la question aussi des autres membres de la famille, des amis, des professeurs. Donc, allons-y avec les parents premiers, qui est vraiment ton dada. Puis après, on explorera les autres sphères. Oui. Mais il faut savoir, d'emblée, avant toute chose, il n'y a pas, il reste que la littérature scientifique, en fait, c'est un anglicisme, dire littérature scientifique, saviez-vous que? Oui. Il faudrait dire écrit scientifique. Oh, oui. Oui, c'est ça. Là, je viens de me coucher beaucoup moins niaiseuse ce soir. Mais les écrits scientifiques, alors, les écrits scientifiques, les écrits scientifiques. Ça fait très philosophe, on dirait. Ouais. Mais ils sont, il reste qu'ils sont de plus en plus nombreux sur la douance, mais il reste qu'il y a encore beaucoup d'écrits qui doivent être faits sur la double exceptionnalité. Puis quand on parle de l'entourage, quand on parle des parents, on voit qu'il y a comme une certaine petite lacune à ce niveau-là. Mais de ce qui ressort, admettons, si on y va avec de ce qui ressort des défis, il y a la méconnaissance. Seulement, les parents se plaignent finalement de la méconnaissance de la double exceptionnalité, tant auprès des acteurs scolaires que des acteurs, finalement, des professionnels de la santé. Tu sais, de devoir finalement arriver puis dire, mon enfant a une double exceptionnalité, voici ce qu'est une double exceptionnalité parce qu'on ne connaît pas ça. Ouais. Puis encore, finalement, tu sais, le mythe qu'on disait au début, OK, il peut avoir un trouble d'apprentissage, peut être, avoir, par exemple,
des super capacités intellectuelles. Et oui, tu sais, pour certains, c'est encore, tu sais, c'est comme, oh, c'est un paradoxe, tu sais. Ouais. Donc, il y a beaucoup cette plainte-là, mais également de, tu sais, souvent, surtout quand on parle de double exceptionnalité, les parents remarquent le potentiel de leur enfant. Ils le voient. Ils le voient, puis là, ils disent, mais mon Dieu, comment ça ne se reflète pas, par exemple, dans son rendement scolaire? Puis j'imagine, est-ce que le parent peut se culpabiliser aussi de voyons, y a-tu quelque chose que je fais, que je donne pas à mon enfant? On entend souvent qu'ils ont comme un sentiment de responsabilité face à l'actualisation de leur potentiel. Parce qu'il reste que quand ton enfant est doublement exceptionnel, par exemple, que c'est davantage les difficultés qui ressortent, on aura moins tendance finalement justement à pousser au niveau de OK, ben te mettre, tu vas partir le club de journalisme, de je ne sais pas trop quoi, bref. Fait qu'il va y avoir moins ce réflexe-là, alors qu'ils en ont aussi besoin. Et donc, ils se sentent responsables de devoir actualiser ça et perçoivent finalement que les services envers leur enfant sont inadéquats. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, ici. Puis mettons qu'on parle, parce que c'est beaucoup, il y a eu un peu plus d'écrits sur les parents doués, mais qu'est-ce qui revient, c'est OK, étant donné que je me sens responsable de l'actualisation du plein potentiel de mon enfant et que la classe régulière, par exemple, ne le compte pas, mais admettons, je suis en région et il y a comme moins de services. Ouais. Mais souvent, il y en a certains parents, par exemple, qui vont décider d'inscrire dans des activités extra-curriculaires, tu sais, comme... parascolaire, après l'école. Exactement. J'ai manqué mes mots. Mais exactement. Mais là, ce que ça fait, c'est que quand il y a une fratrie, tu sais, jusqu'à quel point il y a comme le sentiment de culpabilité, par exemple, jusqu'à quel point c'est équitable. Tu sais, on veut être équitable, égal ou équitable, mais en tout cas, c'est pas la même chose, mais bref, envers tous ses enfants. Et là, quand on sent qu'il y a comme plus d'attention qui est mise sur un, il y a souvent le sentiment de culpabilité qui ressort. Puis c'est pas évident, là, non plus. Puis on s'entend, quand je parle d'activités extra-curriculaires, là, c'est parce qu'il faut avoir les moyens, là. Ben oui, c'est ça, c'est sûr. C'est certain. Fait que c'est pas nécessairement à la portée de tous, là. Ouais. Puis en fait, il y en a certains, mais... Tu sais, je sais pas c'est quoi exactement la proportion là, des parents qui décident de finalement faire l'école à la maison, mais il y en a aussi qui décident finalement dans ce contexte-là que parfois la collaboration avec l'école peut être un peu plus difficile. Puis là, on met vraiment pas le blâme sur les acteurs scolaires, ils en ont beaucoup sur les épaules. Puis tu sais, c'est vraiment pas ils essaient de survivre dans un système qui est déjà très, très difficile à naviguer. Exactement. Donc, ça, tu sais, il peut y avoir une collaboration qui est un peu plus difficile et à ce moment-là, ben on décide de faire l'école à la maison. Puis même qu'il y a certains parents que le fait, ils sont souvent amenés, on entend beaucoup ça, là, défendre les besoins particuliers de son enfant, défendre la double condition. Puis là, ça demande des skills, hein? Puis là, il y en a des parents qui ne se sentent pas habilités pour faire ça. Puis quand il y a une collaboration difficile avec l'école, ils sentent que bien un faux pas dans la manière de procéder avec l'école pourrait être finalement nuisible pour le bien-être de son enfant à l'école, comme ça pourrait nuire. Fait qu'il y a comme de sentir qu'on peut marcher sur des œufs dans la manière de faire, puis en fait qu'on ne le sait pas. Puis un des trucs, tu sais, ça c'est... Puis il y a plusieurs parents aussi qui disent, tu sais, de trouver le soutien entre, tu sais, mettons, de dire, il y a des difficultés, par exemple, qui peuvent être issues là, de la douance quand l'environnement n'est pas adapté, comme Absolument, on disait. Mais comme parent, ça peut être vraiment difficile, mais... Il y en a plusieurs qui ont de dire, ben, de parler à d'autres parents que mon enfant qui a une douance intellectuelle trouve ça difficile que ça. Mais il y en a plusieurs qui rapportent que c'est comme si se sentait, comme si se plaignait le ventre plein, comme si c'était perçu comme ça par l'entourage. Ouais. Tu comprends? Et puis ça, c'est un mythe qu'on a déconstruit dans un autre épisode, justement, que, tu sais, la douance, c'est que du rose, c'est que du beau, c'est un cadeau, et tout ça. Mais il y a tout un autre envers de la médaille, justement, avec les défis, les difficultés qui peuvent venir avec ça, comme tu as mentionné, quand l'environnement n'est pas adéquat. Exactement. Donc, tu sais, donc le soutien, là, puis il y en a même, là, qu'est-ce qu'il rapporte, c'est je me sens mieux de dire, par exemple, de juste parler des difficultés issues du trouble et de négliger, quand j'en parle à d'autres, négliger parce que ça, c'est plus acceptable. Ah non, je comprends. Donc là, de sentir que, tu sais, à la base, le soutien, c'est tout, hein. C'est souvent une variable là, qu'on inclut dans plusieurs études parce qu'il reste que quand on a du soutien, ça va mieux.
Puis c'est pour ça que, tu sais, comme un des trucs qui peut être suggéré pour les parents tant doués ou doublement exceptionnels, c'est qu'il existe des associations, tu sais, des groupes Facebook, là. Ouais. Ça a l'air de rien, là. Ça a l'air quétaine, là, puis tout, là. Mais il reste que, tout de même, là, de faire partie de cette communauté-là et des parents que, bon, c'est peut-être des défis différents, mais il reste qu'il y a une certaine... un sentiment d'appartenance, tu te sens moins seule, j'imagine. Exactement. Ouais. Ah, elle a vécu la même chose que moi. OK, elle a fait ça. Ah, tu sais, de se sentir moins seule. Puis, tu sais, il y en a plusieurs groupes pour d'autres problématiques, là, mais il reste que ça peut être quelque chose là, pour les parents, là, en tout cas, à envisager s'ils se sentent à l'aise, là, bien évidemment. Puis même, tu sais, je pense que c'est super chouette quand il y a des ressources, des solutions qui sont proposées, mais des fois, juste de savoir que tu n'es pas seule à vivre une difficulté, juste ça. Ça apporte un certain soulagement, je pense, ça aide à se sentir moins seule. Oui. Puis déjà ça, j'imagine que ça aide à être plus disposé à se mettre en mode solution après, puis à aller chercher des ressources, mais juste d'éliminer le sentiment de solitude, d'être coincé avec un problème que personne d'autre comprend, c'est vraiment important. Mais tu sais, on est des animaux sociaux, oui. Comme on dit. Puis c'est ça, c'est le lien à l'autre qui est vraiment important là-dedans. Puis tu sais, souvent dans la collaboration école... famille, école, je suis vraiment pas une experte de ça, mais un des trucs qui va être proposé, là, tant de la famille que de l'école, c'est d'être à l'écoute. Hein? Parce que même si parfois ça peut être difficile de déboucher sur quelque chose, un changement et tout, mais simplement de sentir que l'autre était à notre écoute, que moindrement, qu'il y a de l'empathie, puis qui prend en cœur finalement qu'est-ce qu'on leur raconte, ça fait la différence. Hein? Fait que c'est vraiment... Ouais. Tout à fait. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, une autre question qui m'est venue en tête, on parle de, tu sais, oui, évidemment, l'environnement qui a une grosse influence sur les manifestations de la douance, mais aussi comment les ressources mises en place vont pouvoir être adéquates justement pour venir adresser l'autre trouble. Puis, il y a tout l'aspect aussi d'héritabilité que souvent, si un enfant a une douance, sans doute que le parent, le grand-parent, il y a cet aspect-là justement de génétique qui est bien présent. Donc, est-ce que, puis là encore là, tu dis justement que les écrits, mon Dieu, j'ai dit écrits, non littérature. Ah, c'est bravo, bien. Dans les écrits justement sont assez, c'est ça, il y a vraiment pas grand-chose justement sur qu'est-ce qui se passe avec les parents des enfants doublement exceptionnels, mais si justement il y a des parents qui eux-mêmes n'ont pas été dans un environnement adapté, qui ont eux-mêmes une double exceptionnalité, qui n'ont pas toujours bien, ou qui ont peut-être justement avec laquelle ils se sont pas nécessairement bien adaptés, ça va être encore plus difficile quand là, il faut que tu accompagnes ton enfant qui vit ces difficultés-là. Mais en même temps, tu comprends ce que ton enfant vit. J'ai aucune idée s'il y a des trucs là-dessus. Là, ça m'est passé par la tête. Mais c'est super intéressant. En fait, à quoi je pense, c'est que, en fait, dans ma thèse, je vais être amenée aussi à rencontrer des parents. Puis là, je me dis, mon Dieu, que ça serait le fun d'aborder ça. Ben oui. Je vais le prendre en note. Merci, Myriam. Ça va être abordé dans mes rencontres avec les parents. Mon Dieu Seigneur. Mais on sait jamais, écoute. Mais c'est sûr, je veux dire, c'est comme... Ben oui. Tu sais, si on pense que moi, je suis en béquille, puis que mon enfant aussi est en béquille, ben j'ai pas les mêmes munitions pour l'aider à être mobile, à faire ses activités de la vie de tous les jours. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas s'il y a un peu le même parallèle qui peut se faire avec la double exceptionnalité, si c'est aussi présent chez le parent et chez l'enfant. Mais tu sais, comme même juste, on s'entend de nos jours, même si la douance, c'est pas encore... tu sais, ça devient on en parle de plus en plus, là, quand même. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on est vraiment plus au fait. Mais même chose, par exemple, pour le trouble de déficit d'attention, le TDAH. Il y a quelques années, là, si je prends juste la génération et parents, là, le TDAH, je sais pas, en tout cas... Ça n'a pas l'air d'être très, très présent. Tu sais, on dit, ah, mon Dieu, bon, il n'est pas capable de réussir, on te met dans une classe allégée. On va le ramener à la ferme. C'est ça. Puis pourtant, tu sais, l'enfant avait des super potentialités qu'on n'a pas reconnues. Ouais. Tu sais, je me dis, là, je me rends compte, je me souviens pas où je voulais m'en aller avec ça, mais dans tous les cas, c'est... ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que souvent, tu sais, quand l'enfant est identifié, souvent, le parent fait « Oh mon Dieu! » Il peut se reconnaître parce qu'effectivement, la pomme tombe pas bien loin de l'arbre. Souvent, il y a un parent qui se rend compte par la suite qu'il est identifié par la suite, puis que, oh mon Dieu, OK, je comprends le vécu et tout. Donc, effectivement, qu'il y a quelques années, quand c'était pas du tout identifié ou diagnostiqué, ben pas du tout, mais vraiment moins, clairement que ça peut tout être une délivrance un peu de comprendre. Tu sais, il y a comme une quête identitaire dans la vie à chacun. Absolument.
Donc, en Ça tout peut cas. amener des réponses. Ah, vraiment intéressant. Ouais! Ouais. Mhm. Ouais, non, j'ai hâte que... Prends ton temps pour ton doctorat, mais j'ai hâte de savoir s'il y a des choses qui vont ressortir. Quelles sont les conclusions? Ben oui. Donc, c'était super intéressant tout ce que tu as dit par rapport aux parents. Puis là, ensuite, je sais pas, tu sais, les frères et sœurs, les amis, est-ce que c'est ça que... Est-ce que ça peut poser des défis aussi? Parce que, tu sais, mettons, je pense beaucoup aux primaires où, tu sais, souvent, on va aller à notre école de quartier. Tu sais, fait que on va se lier d'amitié avec les amis dans notre quartier versus, c'est quand on vieillit. Je veux dire, on a des... Tu sais, j'ai des bons amis à Montréal, j'en ai à Gatineau, j'en ai à Québec, tu sais, un peu tout partout. Donc, mon cercle social n'est pas tant dépendant de ma proximité géographique, mais vraiment plus de mes intérêts et tout. Donc, pour les enfants, justement, avec leurs relations sociales et tout, est-ce que ça peut être problématique à ce moment-là? C'est vraiment une bonne question, puis je ne sais pas. Puis probablement, hein, puisque, mettons, si on prend juste la douance que c'est souvent, par exemple, des enfants qu'on entend souvent de leurs parents dire « ben ils se traînent juste avec les adultes ou avec des personnes qui sont plus âgées. » Tu sais, fait clairement que ça peut avoir une incidence, mais à quel point... Puis je reviens à mon film là, sur Gifted. Là, à un certain moment, c'est effectivement, par exemple, quand elle est inscrite dans certains parascolaires, il reste qu'elle peut tisser des liens avec... d'autres enfants qui ont des intérêts communs. Tu sais, mettons, si l'enfant, là, ça donne qu'il tripe ses dinosaures, mais que dans l'école de quartier, bref, il en trouve pas d'autres qui tripent ses dinosaures, mais qu'il existe un club avec des enfants qui tripent ces dinosaures, mais peut-être que là, effectivement, il va y avoir un certain... quand on revient tout le temps au sentiment de connexion. Hein? Oui. C'est vraiment ça, tu sais, est-ce qu'il y a des activités, finalement, dans lesquelles l'enfant va pouvoir aussi trouver son compte en termes d'établissement de relations là, sociales significatives. Ah oui, tout à fait. Ah, c'est un autre domaine sur lequel on a besoin de plus, plus de recherche, là. Mais non, effectivement, tu sais, le sentiment, justement, d'être en écart, puis on le disait tantôt, est-ce qu'on peut être doublement en écart parce que là, justement, il y a deux sphères de défis qui viennent s'ajouter, ou tu sais, est-ce qu'il peut y avoir, puis là, tu sais, je pose des questions, tu sais, plus à réflexion que d'avoir des réponses concrètes, parce que je sais que ça peut être complexe et on n'a pas nécessairement les données, mais tu sais, justement, si l'enfant au primaire ou peut-être même plus au secondaire, qu'il a des mesures d'adaptation, qu'il peut faire ses examens dans une autre salle, qu'il a plus de temps, qu'il a plus d'attention de la part des adultes ou des professeurs en raison de sa double exceptionnalité, est-ce que ça peut venir créer des tensions, de la jalousie ou le sentiment justement de ne pas se fondre dans la masse alors que quand on est ado, on veut fitter dans le moule. Oui, à l'adolescence, ça doit être, effectivement, il doit y avoir d'autres enjeux en plus spécifiques à ça de, comme tu le dis, de se fitter dans le moule. Hein. Le groupe d'amis, là, il est important à l'adolescence. Oh, que oui. Tout à fait. Puis pour les parents aussi, pour revenir justement à ce groupe-là qui est ton expertise, c'est justement à l'adolescence, tu sais, quand on est enfant, j'imagine que pour le parent, c'est plus facile peut-être de mettre certaines choses en place, alors que quand l'ado grandit, je sais pas, tu sais, là, on devient un peu plus rebelle, on veut avoir notre autonomie et tout ça. Si la double exceptionnalité est identifiée tardivement, est-ce que ça peut être problématique? Tu sais, ajouter un défi supplémentaire pour le parent à ce moment-là? Pour le parent, c'est une chose, mais effectivement que... ça se peut qu'à ce moment-là, il y ait plus de difficultés. Hein? Tu sais, comme quand on dit que ça peut arriver très tard. Oui, exactement, c'est à ça que je pensais, oui. Tu sais, c'est certain que, par exemple, là, on va dire, là, en 4e secondaire, il pogne son mur. Et que là, bien, effectivement, on peut regarder, là, quand tantôt, je parlais du fait que quand l'identification ne tombe pas, là, je parle de la double identification ne tombe pas, ça peut découler finalement avec des difficultés secondaires, par exemple, de la motivation, motivation, donc peu de motivation, on dirait parfois on l'entend mal, ou encore ça de la frustration, tu sais, dans le sens de l'enfant est tout de même en mesure de voir qu'il est capable de constater finalement qu'il y a un certain potentiel. Tu sais, je suis capable de comprendre, là, mais comment ça ne se reflète jamais quand je fais mes examens, par exemple. Là, on prend l'exemple des examens. Ça peut être très frustrant à la longue, puis bien évidemment, tu sais, ça va venir affecter l'estime de soi. Ouais. Puis effectivement, avec ces difficultés secondaires-là, peuvent effectivement venir inquiéter également les parents là, dans ce contexte-ci. Oui. Donc, il y a plein de situations, justement, très, très différentes. Puis encore une fois, on dirait que c'est tellement quelque chose qui revient, puis tu sais, qui fait tellement de sens que chaque enfant, chaque situation est unique.
Ouais. Puis c'est important de bien comprendre ses besoins, autant comme peut-être comme enfant ou ado qui vit avec la double exceptionnalité, pardon, et le parent aussi, avec quoi il peut se sentir démuni ou avec quoi est-ce qu'il peut sentir avoir besoin de l'aide. Puis exactement. Puis quand tu parles d'unicité, tu sais, quand on parle de triple exceptionnalité. Oui. Là, on ajoute que déjà double, c'est ça. Le triple, c'est quoi? Là? C'est qu'il y a une douance, un TDAH, un trouble des apprentissages. Ben non. Ça, on est encore dans double exceptionnalité. Mais la triple exceptionnalité, ça, c'est encore plus récent. Là. Oh. Très. Double, c'était 2011. Là, on est en quelle année? C'est vraiment une bonne question. Encore plus récent, je ne sais pas à quel point, mais c'est-à-dire, ça se peut aussi que ça change de nom. Qu'est-ce que je veux dire? C'est... ça, en tout cas, je dis que ça se peut que ça change de nom, c'est à réfléchir, là, ça se peut, parce que il reste que, quand on parle de triple exceptionnalité, c'est par exemple lorsqu'une personne est douée ou doublement exceptionnelle, mais qui est issue d'une minorité. Par exemple, que ce soit sexuelle, de genre, d'ethnicité, c'est tellement intéressant. Religieuse ou encore, par exemple, socio-économique. Absolument, là. Donc là, quand tu parlais de l'unicité des situations, mais là, il faut savoir qu'en ce moment, là, la plupart des recherches là, qui nous parlent de douance, on l'a déjà dit, c'est généralement effectué sur des échantillons de garçons qui proviennent, il y a aussi des filles, mais majoritairement des garçons, qui proviennent d'une classe socio-économique assez aisée, favorisée. Mm-hmm. Dans un cadre très hétéronormatif, blanc. Ouais. Exact. Fait que, est-ce que c'est généralisable par exemple, à des filles qui viennent d'un milieu défavorisé, par exemple? Tu sais, comme là, on peut ajouter plusieurs conditions là, de cette manière-là. Mais c'est-à-dire, il faut effectivement s'intéresser à ça et donc d'essayer, en fait, d'obtenir bien évidemment des résultats plus généralisables, donc qui vont venir toucher tout le monde. Mais c'est-à-dire, il y a une super étude, là, puis en fait, c'est Catherine Simon-Paquet qui m'en avait fait part là, il y a quelques temps, qui avait été... qui est publié finalement en 2019 et qui se passe en Alabama, donc un des États des États-Unis. Et en fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est qu'ils ont observé qu'entre 10 et 18 ans, le désespoir chez les jeunes garçons noirs défavorisés augmentait. Wow! Mm-hmm. Spécifique, oui. Ouais. Et quand je dis noir, c'est qu'il y a 95% d'échantillons s'identifiaient comme noirs, là, donc en tout cas, je généralise un peu. Mais donc, il reste que, OK, est-ce que, puis là, il y a l'hypothèse là, de se dire, quand on parlait de conscience, là, une plus grande conscience, peut-être de voir que son potentiel, mais de voir que l'environnement dans lequel il est, peut-être que de se rendre compte que l'actualisation de ses potentialités va être, bref, il y avoir plus d'obstacles là-dedans. Puis on s'entend que le désespoir, là, c'est un prédicteur à la dépression puis à une couple de problématiques de santé mentale. Là. C'est important là, à s'y intéresser. Oui, puis encore plus justement pour des minorités, comme tu dis, où il y a encore, on progresse, mais on a encore tellement de progrès à faire parce qu'il y a encore de l'hostilité. Le racisme systémique, c'est une vraie chose. Mais oui, c'est ça. Le manque de compréhension, l'intolérance par rapport à la communauté de diversité de genre et sexuelle. Ah oui, puis il y a l'aspect identitaire aussi, je pense, là-dedans. C'est là que tu t'en allais. Mais non, mais c'est parce que tu as mis le doigt sur quelque chose. Là, c'est que on a reçu Sabrina Gendron-Fontaine, qui est conseillère d'orientation, qui nous a parlé finalement de la vie professionnelle des personnes douées. Et dans son livre, Douance et carrière, qui est sorti en janvier dernier, là, elle fait, dans le fond, il y a un chapitre au complet là, qui est sur la triple exceptionnalité, puis en fait qui aborde un témoignage d'une personne finalement qui est transgenre et là je me rappelle plus si c'est doublement exceptionnel ou doué, mais bref, on a son témoignage. Oh, wow. Ça, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement qu'il y a peu d'études, par exemple, qui sont menées sur les personnes douées qui proviennent de minorités sexuelles ou de genre. Je sais qu'il y a un chercheur à l'Université de la Colombie-Britannique, Owen Lowe, pour ceux qui sont intéressés par la littératie scientifique, qui fait des études là, sur ces échantillons de personnes-là pour savoir, bref, qu'est-ce qu'il y en est, sur certaines variables, bien évidemment, là, mais il reste que il y en a pas assez. Mais ça commence. Puis j'ai bien espoir que ça se poursuive sur une belle lancée. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, double exceptionnalité, on parle de douance plus un trouble secondaire, TDAH, trouble anxieux ou autre. Triple exceptionnalité, c'est douance plus soit issue d'une minorité ethnique ou de diversité de genre et sexuelle, ou bien double exceptionnalité plus. Ouais, quand je dis que ça se peut que ça... Quand je dis que ça se peut, parce que triple exceptionnel, c'est que ça peut également être douance plus issue d'une minorité. Puis là, c'est comme, là, il y a comme pas nécessairement 3 exceptions. Là. Tu comprends? Mais bref, là, c'est pour ça que C'est la notion, justement, qui est pas liée à
c'est pas lié à un trouble de santé mentale ou un trouble en soi, c'est vraiment plus une minorité justement ethnique ou de diversité de genre et exactement. sexuelle. Oui, excuse, oui, exactement. Ça fait mon Dieu, c'est super, c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, on parle beaucoup des défis justement autant pour les parents et tout, puis tu sais, justement, cette triple exceptionnalité-là vient aussi ajouter d'autres défis. Puis je pense notamment à comment, déjà, l'environnement, le système peut être difficile d'accès. Et même pour une personne, un garçon blanc, hétérosexuel, cisgenre et tout, mais encore plus quand t'es quelqu'un pour qui, justement, le système a tellement été hostile à ton égard, où il y a de la stigmatisation encore, ça doit tellement exacerber d'autres problèmes pour lesquels il faut des réponses et des solutions. Ben oui, puis effectivement, puis il y a certains groupes de minorités comme ça, finalement, qu'il reste qu'il y a une historique aussi avec, tu sais, de ne pas nécessairement faire confiance au système. Ah, c'est sûr. Ça se comprend. Ben oui, exactement. Oui, donc on a du progrès à faire là-dessus, mais comme tu mentionnes, c'est encourageant de voir justement qu'il y a de plus en plus de recherches qui se fait dans ce domaine-là. Écoute, on a touché à plein de sujets vraiment intéressants. Est-ce que toi, il y a quelque chose par rapport à la double exceptionnalité, notamment justement les parents d'enfants doublement exceptionnels qui est justement au cœur de ton doctorat, que tu aimerais aborder, un enjeu ou peut-être, je sais pas, un message d'encouragement ou quelque chose que tu souhaiterais pour... Je te laisse un peu, c'est comme un open mic. Oui. Ben, en fait, ça, dans le cadre de ma thèse, là, je veux vraiment m'intéresser finalement au stress parental des parents d'enfants doublement exceptionnels. Mais aussi au sentiment d'efficacité parentale. Donc, à quel point finalement on se sent compétent dans son rôle parental. Parce qu'on le sait, hein, quand on se sent pas compétent dans quelque chose, ben, ça ne nous tente pas de faire Non, c'est rare qu'on performe bien non plus. Ouais. Exactement. Donc, à savoir, parce que qu'est-ce qui en ressortait, là, ça n'a jamais été identifié comme variable en soi, là, le sentiment de compétence parentale, mais dans les écrits, il y a plusieurs parents qui nomment « je me sens pas compétent pour accompagner mon enfant ». Je me sens pas compétent. Donc, il y a quelque chose là, et comment on peut se servir finalement de ce sentiment d'efficacité parentale là, comme levier d'action pour réduire le stress. Ouais. Donc, comme présentement, moi, c'est vraiment l'idée sur quoi finalement je travaille présentement. Puis bref, c'est certain que je vais updater dans quelques années seulement, par contre. Là. Donc, mais oui, effectivement. Donc, d'ici là, il y a plusieurs en fait parents, là, tant doués ou doublement exceptionnels, qui veulent s'investir dans des recherches. Et donc, s'il y en a d'autres qui nous écoutent présentement, n'hésitez pas là, à communiquer avec nous à travers Vérité ou quoi, parce qu'il reste que des recherches présentement qui veulent avoir le vécu des parents. Oui, et puis je pense à ça, je sais pas si, là je m'égare un peu, mais puisqu'on parlait de Vérité ou quoi, du projet dans son ensemble au début, ce serait full intéressant s'il y avait une rubrique sur le site des études en cours en ce moment, sur le sujet où tout pourrait être listé là, puis que les gens justement qui veulent participer, ou tu sais, juste de savoir... je sais pas, tu sais, des fois, moi-même, tu sais, je suis complètement dans un domaine différent, mais en recherche, des fois, j'ai des participants qui sont super motivés et moi, je veux contribuer à la recherche, puis ça pourrait être des ressources intéressantes. En tout cas, je lance ça dans l'univers. Mais c'est super, mais oui, puis aussi, simplement de mettre quels sont les laboratoires là, au Québec qui travaillent sur la douance. Ouais. Ah, wow. Mon Dieu, Myriam, t'es là. Et, écoute, ben, pour terminer, ma petite question chouchou que je rajoute toujours aux entrevues, même si vous la mettez pas dans ma liste, de ce qu'on a discuté, ce serait quoi 3 choses que tu aimerais que les gens retiennent par rapport à la double exceptionnalité ou par rapport à la douance intellectuelle en général aussi, qui est quand même au cœur du projet, puis puisque tu es cofondatrice, je pense que tu as un mot à dire là-dessus. Oui. Mais premièrement, quand on parle de double exceptionnalité, ce que je veux vraiment que les gens retiennent, là, c'est vraiment que ça peut coexister. Hein. C'est pas qu'on a un trouble du déficit de l'attention, un trouble d'apprentissage ou bref, qu'on n'est pas intelligent. Au contraire, les études nous prouvent l'inverse. Et c'est vraiment important parce qu'il y a plusieurs enfants qui, avec ces conditions-là, par exemple, que ce soit le TDAH, que leur estime est affaiblie à ce niveau-là. Et pourtant, ce sont des enfants super intelligents. Autrement, bien évidemment, tu sais, tout ce qui est en lien, là, puis ça, je pense que ça a été super bien abordé avec Catherine, mais quand l'environnement n'est pas adéquat, qu'il peut y avoir, effectivement, il y a l'esprit, comme on parle, de processus développemental. Il ne faut pas oublier ça. La douance ne vient pas seule, ça vient dans son environnement comme... Mais toi et moi, nous venons de nos environnements, nous avons notre propre histoire, etc., etc. Puis comme 3e point, oh mon Dieu, là, je suis à court d'idées, mais je dirais finalement... Ça va être juste 2, hein? C'est pas de stress. Ouais, ça va être 2, je pense. C'est mais vraiment autrement, parfait. 3e point, ça va être, n'hésitez pas finalement à nous communiquer
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de Vérité ou quoi? Y a-t-il certaines choses? Parce qu'il reste que c'est en évolution. Il va y avoir d'autres ressources qui vont s'ajouter. Sur quoi vous voudriez en apprendre davantage? Puis ça, ben moi, ça me ferait vraiment plaisir pour orienter le contenu en lien avec tout ça, là. Super. Ah, ben j'adore, tu sais. Puis là, tu as nommé 2 points super importants par rapport à la double exceptionnalité. Puis tu termines justement, je trouve que tu fermes bien la boucle avec cet épisode-ci de Vérité ou quoi, que tu sais, c'est tellement, je le dis, je l'aurais dit, un projet fabuleux. Vraiment, là, je veux le dire comme animatrice, tu sais, toute l'équipe, vous avez fait tellement un beau travail. Je pense que c'est une ressource qui est tellement précieuse pour, bon, les sujets en lien avec la pandémie que vous avez déjà fait, la douance maintenant, puis pour tous les autres sujets à venir. Donc, merci à toi. Merci beaucoup à toi. Ça a été ta super animation. Merci beaucoup, puis je te souhaite une super belle journée, une belle suite pour ton doctorat et pour le projet. Bien, merci beaucoup. À la prochaine.